J'ai fixé mon mari droit dans les yeux, le cœur battant comme un tambour de guerre, et j'ai lâché ces mots qui ont fracassé notre mariage comme une vitre sous un coup de marteau. Non, je ne paierai pas le billet de ton fils. Que son ex-femme aille au diable avec l'argent qu'elle lui a sucé jusqu'à la moelle. Il a blêmi, ses lèvres tremblant comme celles d'un condamné, mais moi, j'ai senti une vague de triomphe froid me submerger pour la première fois depuis des années, j'étais celle qui tenait le couteau par le manche. Et dans ce silence assourdissant de notre salon parisien, j'ai su que ma vengeance ne faisait que commencer, pas un cri, pas une larme, mais une lame aiguisée, forgée dans les abysses de ma douleur, prête à trancher les liens pourris de cette famille recomposée. Je m'appelle Claire, et si vous lisez ceci, c'est parce que les murs de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement ont des oreilles ou plutôt, parce que j'ai décidé de les faire parler. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, a été le théâtre de mon calvaire. J'ai 42 ans, un poste de professeur de littérature à la Sorbonne qui me paie juste assez pour entretenir l'illusion d'une vie chic, et un mari, Antoine, que j'ai rencontré il y a 8 ans lors d'une conférence sur Balzac. Il était veuf depuis peu, avec un fils de 10 ans, Lucas, ce gamin aux yeux tristes qui m'a conquise d'un sourire timide. J'ai cru que c'était le début d'un roman, la femme indépendante qui sauve la famille brisée. Quel idiote! Les premières années ont été un mirage. Antoine, architecte freelance, rentrait armé avec des fleurs du marché d'Aligre, Lucas m'appelait « Maman Claire » après un an, et nous dînions tous les trois sur notre balcon minuscule, face à la Seine qui scintillait comme un ruban d'argent sous les lumières des ponts. Mais les fissures sont apparues comme des veines dans un marbre trop fin. Antoine avait une ex-femme, Sophie, une avocate vorace qui avait divorcé en emportant la moitié de ses économies ou du moins, c'est ce qu'il me racontait lors de nos nuits blanches, sa tête sur mon épaule, murmurant des regrets comme des prières. Elle m'a ruiné, Claire. Tout pour Lucas, et pourtant elle le voit à peine. J'avalais ses plaintes, les transformant en carburant pour mon rôle de belle-mère parfaite, les anniversaires organisés au parc des Buttes-Chaumont, les devoirs surveillés jusqu'à minuit, les factures d'école payées en douce quand Antoine peinait. Puis vint l'année du cancer. Pas le mien, non celui de ma mère, qui s'est éteinte en 6 mois, me laissant un héritage modeste mais suffisant pour un appartement à moi dans le Marais, que j'ai vendu pour nous. Pour nous. J'ai investi dans l'agence d'Antoine, croyant que c'était l'acte d'amour ultime. Il a pleuré, m'a serré contre lui en jurant que c'était pour toujours. Mais les serments, à Paris, s'évaporent comme la brume matinale sur la Marne. Tout a basculé il y a 6 mois, lors d'une soirée arrosée chez des amis à Montparnasse. Antoine avait trop bu, et les langues se délient sous le vin rouge. J'ai surpris sa conversation téléphonique dans la cuisine enfumée. « Oui, Sophie, je sais que tu as besoin d'argent pour ton nouveau cabinet. » « Non, Claire ne doit pas savoir pour les transferts. » « C'est pour Lucas, hein. » Mon sang s'est glacé. « Les transferts ? » C'est « aide pour l'enfant » qu'il mentionnait vaguement, payé de notre compte commun. J'ai fouillé son ordinateur le lendemain, pendant qu'il était en rendez-vous à la Défense. Les relevés bancaires étaient un cauchemar, des milliers d'euros versés à Sophie, non pas pour Lucas, mais pour ses dettes, ses caprices, ses voyages à Deauville. Et Lucas ? Il vivait avec elle la moitié du temps, mais Antoine payait tout, école privée à Neuilly, cours de piano, même un iPhone dernier cri pour ses 14 ans. Moi, je serrais la ceinture pour nos factures EDF. La rage m'a rongé comme un acide lent. Pas de crise immédiate, je suis une fille de la bourgeoisie lyonnaise, on ne fait pas de scène. Non, j'ai ruminé, nuit après nuit, dans notre lit où il ronflait paisiblement. Je me suis souvenu de Balzac, de ces femmes vengeresses comme la cousine bête, qui tissent leur toile dans l'ombre. Pourquoi devrais-je payer pour les erreurs d'Antoine ? Pour la cupidité de Sophie ? Lucas, ce pauvre gosse, était la victime collatérale, mais il grandissait dans un mensonge familial que je refusais de perpétuer. Le billet en question est arrivé comme un ultimatum. Lucas, maintenant 16 ans, avait décroché une place dans un lycée international à Londres, une opportunité en or, disait Antoine, pour son avenir. Le vol pour l'orientation, 800 €. Claire, chérie, on peut puiser dans l'épargne, m'a-t-il demandé un soir, les yeux suppliants, ignorant que j'avais déjà gelé mon cœur. C'est là que j'ai lâché ma bombe. Sa réaction ? Un mélange de stupeur et de fureur contenue. Tu ne peux pas faire ça à Lucas. C'est ton fils aussi. J'ai ri, un rire amer qui a résonné contre les moulures du plafond. Mon fils ? Celui que tu préfères laisser crever la dalle pour engraisser ton ex ? Va le dire à Sophie, qu'elle paie avec notre argent.
Les jours suivants ont été un champ de mines. Antoine a claqué la porte, passé la nuit chez un collègue à Belleville. Lucas m'a envoyé un message laconique, « Pourquoi tu fais ça, maman Claire ?» J'ai hésité, les doigts tremblants sur l'écran, mais j'ai répondu, « Parce que l'amour n'est pas un chèque en blanc, mon grand. Demande à ton père la vérité. » Et c'est ainsi que la première fissure s'est élargie, Lucas a commencé à poser des questions, à fouiner, et Sophie, sentant le vent tourner, a appelé Antoine en pleurs, accusant moi d'être la marâtre froide. Ma vengeance n'était pas impulsive, elle était architecturée, comme un plan d'urbanisme d'Antoine. D'abord, j'ai consulté un avocat discrètement, dans un cabinet du palais de justice, où l'air sent le vieux papier et les secrets. Divorce à l'amiable? Non, je voulais qu'il saigne. J'ai rassemblé les preuves, captures d'écran, relevés, même des mails où Sophie le remerciait pour « le cadeau pour le week-end à Cannes ». Ensuite, j'ai parlé à Lucas, non pas pour le monter contre son père, mais pour planter la graine de la vérité. Nous nous sommes retrouvés au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Ton père t'aime, Lucas, mais il a des dettes envers le passé. Et moi, je refuse d'être la caution de ses mensonges. Il a pleuré, ce grand dadais aux épaules voûtées, et pour la première fois, j'ai vu en lui non un fardeau, mais un allié potentiel. Antoine est rentré penaud, avec des excuses enveloppées dans un bouquet de pivoine du marché des fleurs. Pardon, Claire. C'était pour la paix, pour éviter les procès. Sophie menaçait de couper Lucas en deux. J'ai feint l'apaisement, cuisiné un coq au vin parfumé au thym du Luberon, mais intérieurement, je comptais les coups. La semaine d'après, j'ai, accidentellement, envoyé les relevés à Sophie anonymement, via un mail jetable. Sa réponse? Une tempête, appel furieux à Antoine, accusation de trahison, et finalement, une confession forcée à Lucas. Le gamin a explosé, « Papa, tu m'as menti. Elle paye tout pour moi avec l'argent de Claire ?» C'est là que la vraie drama a commencé. Antoine, acculé, a tenté de me reconquérir, dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, promesse de thérapie de couple chez un psy du 16e. Mais je jouais le jeu, laissant la culpabilité le ronger comme un ver dans une pomme. Mes nuits étaient peuplées de rêves vengeurs, Sophie ruinée, suppliant à genoux, Antoine mendiant mon pardon dans les ruelles sombres de Pigalle. Et Lucas? Il oscillait, me haïssant un jour pour ma cruauté, m'embrassant le lendemain pour ma franchise. C'était le cœur du drame, la famille comme un puzzle démonté, chaque pièce tachée de sang invisible. Un mois plus tard, la revanche a pris une tournure inattendue. Sophie, furieuse d'avoir été démasquée, a porté plainte contre Antoine pour non-paiement de pension aux ironies du sort, en utilisant les mêmes arguments que moi. Les tribunaux, ces arènes froides de la justice française, ont été convoqués. J'ai assisté à l'audience au tribunal de grande instance de Paris, vêtu d'un tailleur noir impeccable, feignant la neutralité. Antoine, pâle sous les néons, a balbutié ses explications, tandis que Sophie, maquillée comme pour un bal, crachait son venin. Lucas, assis au fond, m'a lancé un regard qui valait tous les discours, mélange de gratitude et de terreur. J'ai gagné sans combattre. L'avocat d'Antoine, un vieux renard de la Châtre, a négocié un arrangement, Sophie renonçait à ses clins en échange d'une somme modeste, payée par Antoine seul. Et moi? J'ai repris l'épargne, transférée sur un compte à mon nom, chez la BNP du boulevard Saint-Germain. C'est fini, Antoine, lui ai-je dit ce soir-là, en sirotant un pastis sur notre balcon. Tu as choisi ton camp il y a longtemps. Mais la vengeance n'est jamais propre, elle laisse des cicatrices. Lucas a choisi de vivre avec moi la moitié du temps, un arrangement que j'ai imposé pour son équilibre. Antoine, hébété, a sombré dans l'alcool, ses projets d'architecture abandonnés pour des petits boulots à Nanterre. Sophie? Elle a fermé son cabinet, forcée de retourner à Lyon, la queue entre les jambes. Et moi, Claire, je marche désormais seul dans les jardins du Luxembourg, lisant Proust sous les marronniers en fleurs, me demandant si la liberté vaut le prix d'un cœur brisé. Pourtant, au fond de moi, une voix murmure, et si ce n'était que le premier acte? Paris est une ville de révolution, et la mienne n'est pas terminée. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement, comme si j'avais versé du laudanum dans le thé familial. Antoine errait dans l'appartement comme un fantôme, ses costumes froissés pendus dans l'armoire comme des peaux mortes. Il essayait de recoller les morceaux des petits déjeuners au pain au chocolat de la boulangerie du coin, des caresses hésitantes dans le noir, mais je sentais son désespoir comme une odeur âcre, et cela me nourrissait. Ma thérapie personnelle? Les rues de Paris.
Je marchais des heures, du Louvre à Notre-Dame, laissant le bruit des klaxons et les effluves de crêpes bretonnes noyer mes remords. Lucas, ce adolescent tourmenté, était mon ancre, il venait me voir après l'école, déversant sa rage contre son père dans des monologues fiévreux. Il m'a dit que c'était pour mon bien, maman Claire. Mais c'était pour elle. Pour ses robes, ses dîners. Je l'écoutais, hochant la tête, semant subtilement les graines de sa propre révolte. Un soir de novembre, pluvieux et venteux comme dans un roman de Zola, Antoine a craqué. Il est rentré ivre d'un bar à Bastille, titubant sur le parquet ciré, et m'a agrippé par les épaules. « Tu me détruis, Claire. Tu as tout gâché pour une histoire d'argent. » Ses yeux, injectés de sang, brillaient de larmes contenues. J'ai repoussé sa main doucement, calmement haut, comme j'avais répété ce moment dans ma tête. « Non, Antoine. C'est toi qui nous as détruits, goutte à goutte, euro par euro. Tu as trahi notre confiance pour acheter la paix avec une vipère. » Il s'est effondré sur le canapé, sanglotant comme un enfant, et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le mari, fragile, brisé par ses propres mensonges. Une pitié fugace m'a effleuré, mais je l'ai écrasé. La pitié est le poison des vengeresses. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale, consulter une voyante. Pas une de ces charlatanes touristiques près de la place Vendôme, non, une femme discrète du quartier latin, Madame Duval, recommandée par une collègue de la Sorbonne. Son cabinet, niché au-dessus d'une librairie ésotérique, puait l'encens et les regrets. Elle a tiré les cartes, ses doigts noueux dansant sur le tarot de Marseille. La tour, l'étoile renversée. Votre vengeance est un feu qui consume tout, madame. Mais attention, le boomerang est forgé dans le même métal. Ces mots m'ont hanté pendant des semaines. Était-ce un avertissement? Ou la confirmation que je marchais sur une corde raide au-dessus du vide? Sophie, de son côté, n'avait pas dit son dernier mot. Elle a débarqué un après-midi, sans prévenir, devant notre porte, vêtue d'un manteau chic de chez Chanel d'occasion. Il faut qu'on parle, Claire. Pour Lucas. Sa voix, suave comme du miel empoisonné, m'a fait grincer des dents. Je l'ai laissée entrer, par curiosité plus que par bonté. Assise dans le salon, face à face comme deux duellistes, elle a sorti son arme, des photos. Des clichés d'Antoine et elle, pas anciens, récents, un café à Saint-Germain-des-Prés, une main sur l'épaule, un rire complice. Il vient me voir, tu sais. Pas pour l'argent, pour nous. Il regrette. Mon estomac s'est noué, mais j'ai ri, un rire cristallin et faux. Regrette? Il regrette d'avoir été pris, voilà tout. Et toi, Sophie, tu crois que ces miettes te rendront heureuse? Tu as déjà tout pris, son âme, notre futur. Elle a blêmi, mais a contre-attaqué, tu n'es qu'une calculatrice froide. Lucas te déteste déjà. Il m'a dit que tu étais jalouse, que tu voulais nous détruire. Les mots ont piqué comme des aiguilles, mais j'ai vu la faille, ses yeux fuyants, sa posture défensive. J'ai sorti mon téléphone, affiché les mails ceux où elle le remerciait pour les cadeaux. Jalouse? Non, Sophie. Juste lucide. Et Lucas? Il grandit. Bientôt, il verra qui est la vraie voleuse. Elle est partie en claquant la porte, mais le mal était fait, une graine de doute plantée en moi. Étais-je la marâtre, ou la justicière? Cette nuit-là, j'ai fouillé l'ordinateur d'Antoine pendant qu'il dormait. Les preuves étaient là, des messages tendres, des rendez-vous secrets. Pas une liaison, non, au pire, une dépendance. Il allait la voir pour discuter de Lucas, mais c'était une danse toxique, un pas de deux où elle le manipulait comme une marionnette. J'ai pleuré, pour la première fois depuis le début de cette guerre, des larmes silencieuses qui mouillaient l'oreiller. Pourquoi l'aimais-je encore? Pourquoi cette chaîne me retenait-elle? Le point de non-retour est survenu à Noël. Nous avions décidé par convention bourgeoise de fêter ensemble, chez des amis à Versailles. La table était dressée avec du foie gras et du champagne d'homme Pérignon, mais l'air crépitait de tension. Lucas, mal à l'aise dans son pull angora, évitait nos regards. Sophie était là, invitée par Antoine pour l'harmonie familiale. Elle rayonnait, toast à la nouvelle année sans rancune. J'ai souri, trinqué, mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Puis, le moment, l'ouverture des cadeaux. Pour Lucas, un billet pour Londres payé par moi, ironie suprême, des mois plus tôt, avant la tempête. Il l'a déballé, rayonnant, et m'a serré dans ses bras.
Merci, maman Claire. Antoine a pâli, Sophie a ricané. C'est alors que j'ai frappé. Devant tout le monde, d'une voix claire comme un carillon, de rien, mon chéri. C'est le dernier que je paie. Ton père et Sophie s'en chargeront désormais. Avec leur argent. Le silence a tombé comme une guillotine. Antoine a bafouillé, Claire, pas ici. Mais Lucas, sentant le vent, a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout déballé, les transferts, les mensonges, les photos. Sophie a hurlé, accusant la calomnie, Antoine s'est levé, renversant son verre. La soirée s'est achevée en chaos, cris, portes claquant, Lucas fuyant dans la nuit versaillaise. Seul dans la voiture de retour, sous la pluie battante, j'ai ri un rire hystérique, libérateur. La vengeance avait goût de cendre, mais aussi de vin nouveau. Pourtant, au fond, une peur sournoise, et si j'avais perdu Lucas pour de bon? Le nouvel an m'a trouvé seul dans l'appartement, un verre de cognac à la main, écoutant la Seine clapoter contre les quais depuis la fenêtre entr'ouverte. Les feux d'artifice illuminaient le ciel comme des éclats de verre brisés, et je me suis demandé si c'était la fin ou le prologue d'un nouveau chapitre. Antoine n'est pas rentré cette nuit-là, il a dormi chez Sophie, m'a-t-il annoncé par SMS laconique le matin. Pour calmer le jeu. C'était une déclaration de guerre ouverte. Lucas, lui, m'a appelé à 3 heures du matin, la voix chevrotante, je suis chez un pote à Saint-Lazare. Papa m'a menti sur tout. Pourquoi personne ne m'a dit? J'ai ravalé mes larmes, lui ai promis un thé à la menthe le lendemain au Procope, et ai raccroché, le cœur en miettes. Les jours gris de janvier ont étiré cette agonie. À la Sorbonne, mes cours sur la psychologie des personnages chez Flaubert devenaient des confessions déguisées, Madame Bovary ne se suicide pas par amour, mais par lucidité tardive face à ses illusions. Mes étudiants, ces jeunes idéalistes, hochaient la tête sans savoir que je disséquais ma propre âme. Antoine a tenté une réconciliation formelle, une lettre manuscrite, posée sur la table de la cuisine, emplie de regrets poétiques. Tu es ma muse, Claire, ma lumière dans les brumes de Belleville. Pardonne-moi d'avoir terni notre tableau. J'ai lu, plié, et brûlé dans l'évier, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Mais la vraie torture venait de Lucas. Il alternait entre fureur et affection, me bombardant de messages contradictoires, t'es la meilleure, mais pourquoi tu as tout cassé? J'ai décidé d'agir, une thérapie familiale imposée par le juge, suite à la plainte de Sophie pour aliénation parentale. Les séances, dans un cabinet aseptisé du 8e arrondissement, étaient un cirque. Le thérapeute, un barbu bedonnant nommé docteur Lefebvre, nous faisait asseoir en cercle comme des écoliers punis. Antoine accusait ma rigidité financière, Sophie, mes manipulations, Lucas pleurait en silence. Moi? Je parlais peu, mais chaque mot était une flèche, l'argent n'est pas neutre. Il porte les mensonges qu'on lui confie. Lefebvre hochait la tête, notant frénétiquement, et je voyais Antoine se recroqueviller, son armure d'architecte fissurée. Un soir, après une séance particulièrement houleuse, Lucas m'a suivi jusqu'à la bouche de métro Opéra. Attends, maman Claire. Je veux savoir la vérité sur toi et papa. Avant Sophie. Nous nous sommes assis sur un banc humide, sous les néons clignotants. Je lui ai raconté tout, notre rencontre électrique à la conférence, les nuits à refaire le monde sur les toits de Montmartre, le cancer de ma mère qui m'avait rendu vulnérable, l'héritage investi comme un pari fou. Ton père était mon héros, Lucas. Mais les héros tombent quand ils trahissent leur cap. Il a écouté, les poings serrés, et pour la première fois, m'a serré dans ses bras sans réserve. Je reste avec toi. Au moins la moitié du temps. C'était une victoire amère, car je savais que j'avais volé l'innocence de ce gamin. Sophie, sentant sa proie s'échapper, a contre-attaqué par la presse People un article anonyme dans Paris Match, dépeignant Antoine comme la victime d'une belle-mère tyrannique. Les ragots ont fusé, collègues à la Sorbonne me jetant des regards en coin, amis communs appelant pour prendre des nouvelles. J'ai riposté avec élégance, une interview discrète à Le Monde, sous couvert d'anonymat, sur les pièges des familles recomposées. L'amour ne rachète pas les dettes morales, ai-je déclaré. L'article a fait mouche, et Sophie a dû se rétracter publiquement, accusée de diffamation. Antoine, lui, sombrait. Ses appels nocturnes, souhaits suppliants, reviens-moi, Claire. Sans toi, je suis un immeuble sans fondation. Je raccrochais doucement, mais chaque fois, une lame me transperçait. La vengeance, cette amante froide, me réchauffait le jour mais gelait mes nuits.
J'ai commencé un journal, des pages noircies d'encre bleue, où je disséquais mes motivations, était-ce justice ou jalousie? Amour ou orgueil? Paris, avec ses statues mélancoliques et ses cafés bondés, devenait mon miroir, belle en surface, putride en profondeur. Le climax de ce mois fut une confrontation finale, orchestrée par le destin dans un restaurant italien du Marais. Antoine m'avait invité, pour discuter du divorce, mais Sophie était là, et Lucas aussi un piège pour me faire craquer. L'air embaumait l'ail et le basilic, mais la tension était palpable. Signe ça, Claire, a dit Antoine, poussant les papiers sur la nappe à carreaux. On partage tout, on reste amis pour Lucas. Sophie a souri, victorieuse. Mais Lucas a explosé, non. Papa, tu mens encore. Claire a raison, tu paies pour tes erreurs, pas elle. Il a renversé sa chaise, et parti en courant dans la rue étroite. Je l'ai suivi, laissant Antoine et Sophie à leur stupéfaction. Sous la pluie fine, Lucas s'est blotti contre moi, je te choisis, toi. Parce que tu dis la vérité, même si ça fait mal. Ce moment, fugace comme un éclair, a scellé mon triomphe. Mais en rentrant, seul dans le métro brinque-ballant, j'ai senti le poids, j'avais gagné la bataille, mais la guerre m'avait changé. Étais-je encore Claire, la rêveuse de Balzac, ou une cousine bête en herbe? Février a apporté le gel, et avec lui, une clarté cruelle. Le divorce a été prononcé rapidement en la justice française, efficace quand les preuves abondent. Antoine a gardé l'appartement, mais j'ai empoché la moitié des meubles et une pension alimentaire symbolique, juste assez pour louer un studio cosy près du canal Saint-Martin. Lucas a opté pour une garde alternée, mais en pratique, il passait plus de temps avec moi, fuyant les silences lourds de chez son père. Là-bas, c'est comme un musée des regrets, m'a-t-il confié un soir, en dévorant une tartiflette improvisée sur mon plan de travail exigu. Ma nouvelle vie était un mélange de liberté et de vide. À la Sorbonne, j'enseignais avec une ferveur renouvelée, transformant mes cours en autopsie de l'âme humaine. La comédie humaine de Balzac n'est pas une farce, c'est un scalpel sur nos hypocrisies familiales. Les étudiants affluaient, sentant l'authenticité derrière mes mots. Mais les nuits étaient pires, insomnie hantée par les « et si ?» Et si j'avais pardonné? Et si l'argent n'avait été qu'un prétexte pour ma propre peur de l'abandon, héritée de la mort de ma mère? Sophie, bannie de Paris par ses propres démons financiers, a tenté un dernier coup bas, une lettre à Lucas, larmoyante, où elle se posait en victime. Ta belle-mère t'a empoisonné l'esprit, mon chéri. Reviens à Lyon, chez maman qui t'aime vraiment. Il me l'a montré, froissé dans sa poche, et nous l'avons lu ensemble, riant de sa pathétique théâtralité. Elle croit que des mots effacent l'échec, a-t-il dit, et j'ai vu en lui un écho de ma propre résilience. Nous avons brûlé la lettre dans l'évier, comme un rituel païen, et ce geste m'a libéré un peu plus. Antoine, quant à lui, s'est effondré publiquement. J'ai appris par un collègue qu'il avait perdu un gros contrat à la Défense, distrait, alcoolisé, incapable de dessiner une ligne droite. Il m'a appelé un midi, la voix rauque, Claire, j'ai besoin d'aide. Je bois trop. Viens, s'il te plaît. Mon cœur s'est serré, l'amour ne s'éteint pas d'un claquement de doigts. J'ai accepté un café aux Zinc du départ, près de la gare de Lyon, où les voyageurs pressés nous entouraient comme un cœur anonyme. Il était méconnaissable, barbe hirsute, yeux cernés, costume pendouillant. Je t'ai perdu par orgueil, Claire. Sophie était mon erreur, mais toi, mon salut. J'ai écouté, bu mon expresso amer, et répondu avec une douceur que je ne me connaissais pas, tu n'es pas perdu, Antoine. Mais tu dois te sauver toi-même. Pour Lucas. Pour l'homme que j'ai aimé. Ce fut notre adieu. Pas de cris, pas de promesses, juste un au revoir sous la verrière fumante, où les pigeons picoraient les miettes des regrets. En sortant, j'ai croisé Sophie par hasard, sortant d'un taxi, chargé de valises. Nos regards se sont croisés, le sien, haineux, le mien, serein. Profite bien de Lyon, lui ai-je lancé, et elle a tourné la tête, muette. Le printemps a fleuri, et avec lui, ma renaissance. J'ai rencontré quelqu'un, un libraire du quartier, Marc, avec des yeux rieurs et une passion pour Verlaine. Nos dîners étaient simples, fromage du poissonnier et vin nature, sur les berges du canal où les péniches glissaient comme des rêves lents. Lucas l'a approuvé d'un grognement adolescent, tant qu'il paie pas pour des ex-fantômes. Et moi, je riais, vraiment, pour la première fois depuis des mois. Mais la vengeance a son ombre. Un soir de mai, lors d'une fête à la Sorbonne, j'ai vu Antoine au loin, sobre mais seul,
dansant maladroitement avec une collègue. Il m'a souri, un sourire triste, et j'ai détourné le regard. Était-ce de la pitié? Ou le fantôme de notre amour? Plus tard, Lucas m'a avoué, « Papa va bien, maintenant. Il a arrêté de boire. Grâce à toi, en quelque sorte. » Ces mots m'ont transpercé, ma lame avait guéri autant qu'elle avait blessé. Pourtant, le doute persistait. Dans mon journal, j'écrivais, « La revanche est un vin capiteux, mais son ivresse passe. » Qu'en reste-t-il? Une femme plus forte, ou plus seule? Paris, avec ses fontaines chantantes et ses boulevards haussmanniens, me répondait en murmure, « Vie, Claire. Vie s'enchaîne. » L'été 2025 a été un tourbillon de chaleur et de révélations. Lucas a atterri à Londres pour son lycée, billet payé par une bourse méritée ou ironie du sort, financée en partie par les économies que j'avais préservées. Son départ, à l'aéroport Charles de Gaulle, a été un déchirement, câlin maladroit, promesse de Skype hebdomadaire, et un « Je t'aime, maman Claire » qui m'a fait fondre. Antoine était là, distant, mais poli, Sophie absente, reléguée à l'oubli. En le voyant monter dans l'avion, j'ai senti un chapitre se clore, le gamin était devenu un homme, forgé dans le feu de nos drames. Seul à Paris, j'ai plongé dans le travail. Un livre en gestation, Les familles empoisonnées, un essai sur la psychologie de la trahison domestique, inspiré de nos vies. Marc, mon libraire, m'aidait, il commandait des éditions rares de Freud et Klein, et nos nuits se passaient à débattre sous les draps, son corps chaud contre le mien comme un antidote à la solitude. « Tu es une survivante, Claire » murmurait-il, et je le croyais presque. Mais les ombres persistaient, des rêves où Antoine me suppliait, où Sophie riait aux éclats, où Lucas me reprochait ma cruauté. Un appel inattendu a ravivé les braises. « Sophie, depuis Lyon, voix chevrotante, Claire, j'ai besoin de ton aide. Je suis ruiné. Le cabinet a coulé, et j'attends un enfant. D'un collègue, mais il m'a laissé. » Silence. Mon cœur, ce traître, s'est serré. La vengeance pure aurait jubilé, la mienne, mature, a hésité. « Pourquoi moi » ai-je demandé. « Parce que tu as gagné. Tu es forte. Aide-moi, pour Lucas. Il mérite une mère stable. » J'ai raccroché, furieuse contre elle et contre moi. Le lendemain, j'ai transféré 2000 € sur son compte, anonymement. Pas par faiblesse, mais par calcul, la dette était payée, le cycle brisé. Antoine, apprenant la nouvelle par Lucas, m'a rendu visite dans mon studio. Il était transformé, rasé de près, un nouveau projet d'éco-bâtiment à Ivry-sur-Seine. « Tu es généreuse, Claire. » Même avec elle. Nous avons bu un vin du Languedoc sur mon balcon minuscule, regardant les péniches défiler. J'ai compris, grâce à toi. L'argent n'était qu'un symptôme, le vrai poison, c'était mes peurs. Pour la première fois, nous avons ri ensemble d'un souvenir idiot, d'une dispute sur Proust versus Hugo. Pas de flamme ravivée, mais une paix fragile, comme un traité après la guerre. Lucas, de Londres, envoyait des photos, Big Ben sous la pluie, fish and chips graisseux, amis cosmopolites. Ici, tout est neuf. Pas de mensonge. Ces mots me réchauffaient, mais soulignaient ma propre stagnation. J'ai voyagé, un week-end à Biarritz, vagues atlantiques fouettant mes doutes, une escapade à Venise avec Marc, gondole glissant sur des canaux miroitants. Pourtant, Paris m'appelait toujours, ses odeurs de baguettes chaudes, ses disputes de trottoir, son pouls incessant. L'automne a apporté la confrontation ultime. Une lettre de l'avocat de Sophie, elle contestait la garde de Lucas, alléguant mon « influence toxique ». Le tribunal, encore. Cette fois, à la cour d'appel de Versailles, sous un ciel plombé. Antoine a témoigné pour moi, Claire a sauvé notre fils en nous forçant à la vérité. Lucas, en visio depuis Londres, a plaidé, elle est ma famille. Pas parfaite, mais honnête. Sophie a perdu, et dans le couloir carrelé, elle s'est effondrée en larmes. Je me suis approché, lui ai tendu un mouchoir, relève-toi, Sophie. Pour ton enfant. La vie n'est pas un procès éternel. Ce geste m'a libéré. La vengeance, cette compagne jalouse, s'est évanouie comme la brume sur l'Arno. J'étais claire, entière, cicatrisée. L'hiver est revenu, mais doux, comme un pardon tardif. Mon livre est sorti chez Gallimard, un succès modeste, des chroniques élogieuses dans le Figaro littéraire louant sa profondeur psychologique impitoyable.
Les lancements au Café de Flore m'ont vu entouré d'admirateurs, Marc à mon bras, fier comme un paon. Lucas est rentré pour les fêtes, transformé, accent british léger, assurance nouvelle. Nous avons fêté Noël au vieux Paris d'Arcueil, dinde rôtie et bûche maison, Antoine invité au maladroit mais sincère. Pas de drama, juste des toasts à « l'avenir s'enchaîne ». Sophie a accouché d'une fille, prénommée Élise Ironie, mon deuxième prénom. Elle m'a envoyé une photo, un bébé rose, emmailloté, avec un mot « merci pour le coup de pouce ». Peut-être un jour, on se reverra sans épée. J'ai souri, archivé la photo. La boucle était bouclée. Avec Marc, l'amour a fleuri, voyage en train vers la Provence, vigne dorée sous le Mistral, nuit à philosopher sur l'amour proustien. Tu m'as guéri, lui ai-je dit un soir, sous les étoiles de Gordes. Il a ri, non, tu t'es vengé d'abord. Le reste est bonus. Et Antoine? Il a reconstruit, une petite agence florissante, une nouvelle compagne, une prof de yoga aux hanches souples. Nous nous croisons parfois au marché d'Aligre, échangeons des sourires complices. On a survécu, dit-il. Grâce au billet que tu n'as pas payé, réponds-je. Aujourd'hui, marchant sur les quais, le vent dans les cheveux, je sais, la vengeance n'était pas la fin, mais le catalyseur. Paris, éternelle séductrice, m'a rendu à moi-même. Et si le drama recommence? J'ai appris, les lames se rangent, mais le cœur reste affûté.